Bienvenue au château de Digoine. Vous êtes ici dans un château qui est au cœur du Charolais brionnais. C'est une très jolie campagne, une très jolie région, bordée de ces magnifiques haies du Charolais. Et je suis très heureux de vous accueillir dans ce château du XVIIIe siècle, que j'ai repris il y a une dizaine d'années, qui est ouvert au public et qui, vous allez le voir, a beaucoup, je crois, beaucoup de singularité et d'originalité. Alors ici, nous sommes dans l'entrée, la grande entrée du château de Digoine, avec son grand escalier, et cette caractéristique assez extraordinaire que sont d'abord les consoles avec ces énormes pattes de lion et ces bas-reliefs de Clodion, qui sont plutôt des hauts reliefs que de bas-reliefs, et qui sont des scènes évidemment mythiques et aquatiques. Alors, l'histoire de tout ce mobilier, c'est l'histoire de l'hôtel de Bézinval. L'hôtel de Bézinval à Paris, c'est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur de Suisse, et c'était au XVIIIe siècle la résidence du baron de Bézinval, qui était un grand ami de Marie-Antoinette, et qui avait commandé pour sa salle de bain, au sous-sol de son hôtel de Bézinval, une salle des bains avec ses consoles, avec ses bancs, et avec ces décors extraordinaires qu'il avait commandés au sculpteur Clodion. Et puis, au fil du temps, à la fin du règne du comte de Chabrilan à Digoine, les originaux de ces fresques de Clodion ont été remises ou vendues au musée du Louvre. Donc les originaux sont au Louvre, et ici ce sont des copies en plâtre qui ont été faites, mais il se trouve qu'il reste un original. Il en reste un dont les historiens se disputent et discutent pour savoir s'il est de Clodion ou s'il est d'un autre sculpteur de l'époque, mais en tout cas c'est un original et à mes yeux le plus beau, et je vais vous le montrer. Il est au-dessus de ces escaliers, c'est cette magnifique fresque pour moi, dû à Clodion, et d'ailleurs toutes les enquêtes que j'ai pu faire sur les ouvrages sur l'histoire des hôtels particuliers à Paris, sur les grandes monographies de Clodion du musée du Louvre, etc., il y a des traces de cette toilette de Vénus qui est absolument magnifique et qui est un très très grand format, sans doute en 3 parties, comme Clodion pouvait le faire à l'époque, et si ce n'est pas de Clodion, c'est sûrement un de ses élèves. Voilà, donc c'est le lieu pour moi de vous expliquer un peu les différents propriétaires qui se sont succédés depuis l'origine de Digoine. Alors d'abord, Digoine, au départ, c'est une terre du Xe, XIe siècle, avec une famille, les Damas de Digoine. Et là, il y a tout un tas d'épisodes historiques assez pittoresques, voire sanglants, puisque l'un des héritiers de Damas de Digoine a eu la tête tranchée pour avoir trahi le roi de France au profit des Bourguignons. Il reste de cette période du X-XIe siècle quelques héritages tout de même, notamment les 2 pigeonniers qui sont devant la façade sud et les tours, les grandes tours du château qui sont les restes d'un château médiéval qui, comme très souvent dans l'histoire des châteaux français, ont servi de base pour que la famille de Reclène, qui est arrivée au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, cette famille de Reclène, donc, fasse construire ce château du XVIIIe siècle sur les restes, sur les reliefs, sur les ruines d'un château médiéval. Donc, 2 tours, 2 pigeonniers, les dépendances avec les anciennes cuisines, tout ça date du Xe, XIe siècle, et c'est sur ces éléments que la famille de Reclène va faire construire le château de Digoine, car on veut un château moderne, un château du XVIIIe siècle, et on demande à l'architecte Verniquet de construire ce château. Alors, la famille de Reclène, la voilà. Voici Madame de Reclène, donc la fondatrice du Digoine moderne, du Digoine du XVIIIe siècle, et à ses côtés, Monsieur de Reclène, tous les deux peints par François de Troyes. Vous le savez sans doute, j'ai acheté ce château
il y a une dizaine d'années, et il y a eu une vente aux enchères avant que j'achète, et j'ai pu acquérir quelques objets, en tout cas les objets qui avaient une histoire fondamentale avec l'histoire de Digoine, des portraits, des tableaux, des lits de Jacob qui avaient trouvé leur place au château depuis le départ. Bref, je vous raconterai au fur et à mesure les objets qui ont survécu et qui sont restés. Bien entendu, j'ai interrompu l'histoire tout à l'heure, alors je fais encore un petit flashback. Il est évident qu'après la famille de Reclène au XVIIIe siècle, c'est la famille de Chabrilan. Mais ça est toujours la même famille, parce qu'en fait, les noms sont différents. Il y a des héritages masculins, des héritages féminins, mais les Chabrilan sont les cousins des Reclène, et donc il y a une longue suite qui fait que le château est resté dans la même famille. Pour moi, chaque nom a un siècle, au fond. La période médiévale, c'est les deux damas de Digoine. Ensuite, au XVIIIe, c'est les deux Reclène. Et celui qui va marquer le XIXe siècle, c'est le comte de Chabrilan. Le comte de Chabrilan qui va, lui et son fils, les deux Chabrilan, vont transformer Digoine en un lieu extrêmement couru. Ils sont très mondains, les Chabrilan, ils vivent beaucoup à Paris. Et c'est le comte de Chabrilan qui a été l'un des aides de camp de Napoléon, qui a fait toutes les campagnes napoléoniennes, la Russie, etc. Et c'est lui qui va construire le petit théâtre dans les annexes médiévales, les anciennes cuisines, la chapelle néogothique, la bibliothèque et la serre. Bref, tout ce qu'il y aura d'un peu esthétique et d'un peu original, on le doit à ce Chabrilan du XIXe siècle. Et moi, je suis arrivé après la famille de Croix, qui, dans les années 1900, cette famille de Croix a repris le château après le dernier des Chabrilan, M. Ditteville, enfin, il y a tout un tas de cousinages qui, à la fin du 19e et au début du 20e, ont pris la suite. Et c'est la famille de Croix qui a aussi fait des aménagements et se sont transmis. Voilà. Mais j'ai acheté le château en 2011, je crois, après une longue indivision. Et il était temps, il faut bien le dire, que quelqu'un arrive parce que c'est un château où l'on ne vivait que l'été, le printemps, l'été, peut-être un peu pendant la saison de chasse, il n'y avait pas de chauffage. J'ai installé le chauffage en respectant bien sûr les murs, les fresques, les décors, mais on a mis quand même 120 ou 130 radiateurs. La première nuit que j'ai passée ici en février 2012, il faisait moins 17, les hivers sont rudes en Bourgogne. Et donc, un des premiers gros travaux que j'ai fait ici, c'est le chauffage. Puis on a refait l'électricité, puis les chambres, puis il n'y avait pas de salle de bain, toutes les salles de bain, enfin, etc. etc. Et aujourd'hui, le château, je crois, montre le visage d'un château du XVIIIe siècle, meublé comme il pouvait l'être au XVIIIe, avec un confort agréable. Et il est ouvert au public, quand c'est possible. Alors ici, nous arrivons dans le grand salon, avec cet avantage d'avoir la vue sur le parc à l'anglaise, parce que Digoine a donc deux façades, une façade côté sud, qui est une façade néoclassique, très Louis XVI, très 1780, que l'on doit à cet architecte Wernicke, et un parc à l'anglaise, avec son étang et ce charme merveilleux côté nord. Voilà. Alors d'ailleurs, dans ce salon, il y a un objet que j'ai retrouvé chez un antiquaire allemand, à Munich, allez savoir pourquoi, comment les objets voyagent, je n'en sais rien. J'ai retrouvé dans cette galerie de Munich la maquette faite par l'architecte Wernicke au XVIIIe siècle, une maquette en liège. C'est un procédé qu'on utilisait beaucoup en Bourgogne, et d'ailleurs au musée de Dijon, on peut voir d'autres maquettes en liège. Alors là, on voit bien les deux façades, la façade côté nord, avec, là vous ne le voyez pas sur la maquette, mais vous le verrez sur les images, le R de Reclène qui est dessiné sur le fer forgé des balcons, et de l'autre côté, la façade sud, très néoclassique. Voilà, c'est un château qui offre deux visages, et évidemment,
face à cette façade néoclassique, il y a un jardin à la française qui enrichit en plus le décor. Alors voilà un dessin, puisqu'on parle de l'architecte Wernicke, voilà un dessin de Wernicke, signé de lui, qui représente la façade sud du château, les anciens pigeonniers qui sont toujours là, les dépendances médiévales, et on voit l'arrivée en carrosse de la famille de Reuchlin au XVIIIe siècle, qui arrive au château de Digoin. Voilà, c'est un dessin signé de Wernicke et je suis très heureux de l'avoir retrouvé. Il y en a d'ailleurs une paire, il y a un dessin qui représente l'autre façade. Alors ici, je répondrai à vos questions, mais je ne vais pas détailler tous les tableaux. Il y a des tableaux représentant Mademoiselle de Blois, Mademoiselle de Nantes. Il y a ici un très joli tableau qui représente les filles de Louis XIV et de Madame de Montespan, un tableau de Pierre Gobert. Il y a ici un portrait du cardinal de Richelieu par M. Dufresnoy, qui était un élève de Philippe de Champaigne. Il y a ici un portrait de la Grande Mademoiselle, des tableaux de Pierre Gobert. Ici, un très joli tableau d'un protégé du peintre Vouette, Jean-Baptiste Vouette. Et ici, un très joli tableau que j'aime beaucoup, par Pierre Gobert, d'une jeune femme avec un turban oriental, probablement en train de se préparer pour un bal, à l'époque où l'art de vivre à la française, au XVIIIe siècle, était, comme le disait Talleyrand, une référence. Voilà. Ici, vous avez un très beau buste de Richelieu par le Bernin. Voilà. Pourquoi Richelieu est partout présent? Parce que j'aime beaucoup Richelieu. Et là, une paire de vases de la manufacture de Lille qui ont été offerts à Louis XVI pour la naissance du dauphin. Alors, ce qui est remarquable ici à Digoin, et ce qui était assez formidable et m'a beaucoup séduit quand je l'ai visité la première fois, c'est l'enfilade des salons, comme on peut le voir dans les grands châteaux du XVIIIe, cette très belle enfilade, et surtout les dessus de porte, les grisailles qui sont restées intactes, qu'on a un petit peu nettoyées, on ne les a pas touchées surtout, mais on les a nettoyées un petit peu. Si vous remarquez, au fil de l'enfilade des salons, les grisailles sont restées telles qu'elles ont été faites à la création du château. Oui, alors là, nous allons traverser pour la salle à manger. En réalité, l'une des deux salles à manger, la salle à manger d'été, côté nord, où il fait plus frais, et la salle à manger d'hiver, côté sud, où on va chercher le soleil. Alors, dans ce décor très 18e, les réchauffoirs et les rafraîchissoirs de chaque côté de la pièce sont d'origine. Ils permettaient de tenir au frais des bouteilles ou, au contraire, de réchauffer des plats. Voilà la salle à manger côté sud qu'on utilise l'hiver. Et voici, au détour de notre visite, la comtesse de Chabrilan. Alors, elle s'appelait Zéphirine Olympe. C'est un joli prénom, un peu démodé. Zéphirine Olympe de Choiseul-Gouffier, son nom de jeune fille, comtesse de Morton-Chabrilan. C'était donc l'épouse du comte de Chabrilan. Et c'est un tableau que j'ai trouvé dans une vente publique il y a 3 ou 4 ans. Et je suis très heureux de l'avoir, cette comtesse, revenir dans sa maison qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Voilà. Et donc voilà, ces fameux réchauffoirs et rafraîchissoirs qui sont donc de l'époque du XVIIIe. Il y a ici 2 grands tableaux qui sont assez spectaculaires. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les oiseaux. Je préfère les voir vivants que morts, mais enfin là, ce sont des oiseaux qu'on a naturalisés et qui ont péri malheureusement. Et vous avez ici 2 grands portraits, l'autruche et le casoar, peints par Francis Barlow. Francis Barlow, c'est un peintre, un dessinateur qui, au XVIIe siècle, a illustré les fables d'Ésope. Vous savez, ce fabuliste qui a inspiré beaucoup La Fontaine.
Voilà, ce sont d'extraordinaires tableaux que j'avais pu acheter il y a des années au marquis de Bath, qui est le château de Longleat en Angleterre. Et ils étaient dans le hall du grand château de Longleat. Et le marquis de Bath, qui avait un joli petit grain, il était très sympathique, avait transformé le parc de son château en parc animalier. Il était un peu fou d'animaux et d'oiseaux, et il avait ces deux grands tableaux. Alors c'est très intéressant parce que Francis Barlow a représenté cette autruche au milieu des ruines et des obélisques et des pyramides égyptiennes, et en même temps, il lui a ajouté des bas à résille, ce qui est quand même assez peu fréquent chez les autruches. Alors là, c'est toujours dans l'enfilade, c'est une chambre de repos, avec, comme il en existait beaucoup, avec un joli parquet Versailles, un portrait, bon ça c'est ma déformation professionnelle, c'est parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc là c'est un portrait de la reine Christine de Suède, par Voet, et sur la très belle commode, il y a les frères Montgolfier, en plâtre et en terre cuite, les inventeurs de la montgolfière. Ici, une jolie jardinière. Il y a un plateau en marbre, donc on ne peut plus voir que c'est une jardinière. C'est bien dommage d'ailleurs, je vais l'enlever, je remettrai des fleurs et des plantes là-dedans. Cette jardinière est l'œuvre du décorateur Adam. Vous savez que les frères Adam, qui étaient des décorateurs, des architectes écossais, ont fait énormément de décors merveilleux dans tous les grands châteaux anglais. Ils se sont beaucoup inspirés des décors italiens. Et dans un des châteaux qu'ils ont fait en Écosse ou en Irlande, il y avait des boiseries comme ça, avec ces couleurs, ce vieux rose, ce vieux vert pâle. Et il y avait des meubles faits dans le même bois et dans les mêmes couleurs. Voilà, et dans une vente, j'avais trouvé cette jardinière il y a fort longtemps. Voilà, elle a trouvé sa place ici, finalement. Alors là, nous arrivons maintenant au rez-de-chaussée de la tour, d'une des deux tours médiévales, qui est un peu un lieu de détente qu'on appelle le salon des jeux et de la chasse. Vous avez ici une vue et un accès directement sur le parc. Vous voyez, on voit l'étang un petit peu au loin, et on peut ouvrir ce salon avec ses portes à double battant, et on a un accès direct au parc, et on peut jouer ici. Alors vous avez ici un tableau représentant le comte de Toulouse, le fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, et puis beaucoup de chiens, et notamment ce grand tableau hollandais magnifique de cette chienne qui protège son morceau de fromage ou de pain de l'arrivée d'un chien concurrent. Des jolies petites tables de jeu d'époque Louis XV, une jolie petite paire de tables. Un meuble anglais en ébène avec des décors en pierre dure. Et enfin, pour l'anecdote, deux animaux naturalisés étranges dans ces grilles qui sont des loups. Alors, cette histoire est assez drôle. J'ai trouvé ces deux loups naturalisés. Je trouvais que c'était des objets déjà intéressants. Ils étaient un peu présentés de manière assez théâtrale. Et j'essaie de comprendre pourquoi on avait enfermé des loups, les avait naturalisés et présentés de manière aussi spectaculaire. Et j'ai acheté ça chez un antiquaire parisien. Et puis, il y a une plaque sur ces loups indiquant qu'ils ont été tués par le marquis de Villers-Jaffet au château, dans les bois du château de Vaux, en Saône-et-Loire. Bon. Et j'ai découvert, en les ramenant ici, que ces loups ont été tués à 20 km de Digoine. En réalité, ce château, les parcs de ce château, a disparu, mais on a retrouvé dans les archives de la commune le carnet du lieutenant de Louveterie de l'époque, qui était ce fameux marquis, et ce fameux marquis avait indiqué qu'il avait tué probablement, selon lui, les deux derniers loups de Saône-et-Loire.
Et c'est pour cette raison qu'il les avait fait empailler, comme on le disait à l'époque, naturaliser, de manière un peu spectaculaire, probablement pour faire le tour des écoles et pour les montrer à la jeunesse. Bon, alors d'abord, il s'est trompé, car ce n'étaient pas les 2 derniers loups de Saône-et-Loire, car il y en a encore, et singulièrement d'ailleurs, depuis quelques mois, il y en a de plus en plus, puisqu'on a signalé à 25 km d'ici qu'un loup avait égorgé des moutons. Donc les loups sont revenus, et je n'ai pas l'intention de les tuer ni de les faire tuer d'ailleurs. Je pense qu'on peut vivre en cohabitation agréable avec tout le monde. Et voici un portrait de Louis XIV qui nous regarde de face. C'est assez rare. En général, les portraits de Louis XIV sont presque toujours de profil. C'est un très joli marbre. C'est un marbre du XVIIe siècle, avec ici, vous le voyez, les scènes de bataille sur sa cuirasse. C'est un bel objet. Alors maintenant, nous allons prendre l'enfilade et nous allons aller à l'opposé de Digoine, rejoindre l'autre tour. Alors ici, nous sommes dans une partie un peu plus dédiée au XIXe siècle, et singulièrement à l'époque Empire, car, je vous l'ai dit, le comte de Chabrilan était un compagnon de Napoléon. Il a d'ailleurs été décoré par l'empereur, et il a laissé à Digoine cette très jolie cheminée d'époque Empire. C'est pour cette raison que j'ai entouré cette cheminée d'un grand mobilier Empire. Il y a dans ce salon 3 objets assez intéressants, cette paire de cabinets d'époque Louis XIV, qui sont des cabinets espagnols qui racontent la bataille de Grenade contre les Arabes, contre les morts, disait-on. Et ce sont des cabinets en écailles de tortue, en ébène, en palissandre et autres bois précieux, et en ivoire aussi. Et ça raconte toutes les scènes d'Isabelle la catholique et du roi Ferdinand contre les morts à Grenade. Alors ici, nous sommes dans une petite pièce qui précède la bibliothèque, où j'ai rassemblé des objets liés au théâtre, car je suis, vous le savez peut-être, dans l'idée de restaurer bientôt le petit théâtre de Digoine, qui est un petit théâtre de société que je vais vous montrer tout à l'heure. Et je vais essayer de recréer la loge de Sarah Bernard, puisqu'on a eu la chance à Digoine de voir Sarah Bernard et Offenbach, qui ont été invités par la comtesse de Chabrilan et qui sont venus. On a même des programmes où on voit qu'Offenbach a participé à des pièces et a joué les valets de comédie. C'est pour cette raison que j'ai réuni des objets qui ne resteront pas ici, qui iront dans les petites annexes du théâtre, dans le foyer, dans les loges, quand ils seront terminés de restaurer. Un portrait de Sarah Bernard qui est ici, des décors de Bérard, des masques de théâtre par Marie-Laure de Noailles et un buste de Rachel, la comédienne des années 1900. Alors ici, nous sommes dans la très jolie bibliothèque de Digoine. C'est une bibliothèque dans le style et dans le goût troubadour d'époque Charles X. D'ailleurs, le roi Charles X trône sur cette cheminée. C'est un buste d'époque. Et c'est le comte de Chabrilan qui a dessiné et fait construire cette bibliothèque extraordinaire, je dois dire, dans un décor qui n'a pas bougé, qui est vraiment dans son jus, conçu en 1840, dans ce style troubadour, néo-gothique, que l'on apprécie beaucoup à ce moment-là, et qui va aussi présider à la construction de la petite chapelle que le comte de Chabrilan va faire construire dans les communs, dans les anciennes cuisines, à la mort de sa femme en 1830. Il va faire aussi une petite chapelle néo-gothique. Et aussi le théâtre et la serre. Voilà. Alors dans cette bibliothèque, il y a des livres évidemment anciens, qui sont des livres de ma collection, tous, mais j'ai aussi une autre bibliothèque à l'étage dans un appartement que j'habite, où je suis la plupart du temps d'ailleurs, puisque Digoine a pris de plus en plus d'importance dans ma vie et je vis beaucoup à Digoine pratiquement toute l'année maintenant.
Et donc j'ai une bibliothèque de livres modernes que je consulte tous les jours, dont j'ai besoin pour mon métier et puis pour ma passion. Donc voilà la bibliothèque de Digoine, qui est très originale, et dans laquelle nous n'avons pas mis le chauffage. C'est la seule pièce dans laquelle on n'a pas mis de radiateur, car tout le monde, à commencer par les architectes, me l'ont déconseillé. Cette pièce n'a jamais été chauffée, et on m'a expliqué que si on la chauffait par un radiateur ou autre, le bois pourrait exploser, et les boiseries pourraient être dégradées. Donc on a préféré ne pas prendre ce risque et conserver la merveilleuse bibliothèque du comte de Chabrilan. Ce comte de Chabrilan qui a été anobli par Napoléon et qui avait la fâcheuse tendance de mettre ses armes partout. Vous voyez cette tour avec sa patte d'ours qui est sur la cheminée, mais elle est aussi présente ici sur les vitraux, un peu partout. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir le théâtre et les autres joyaux que Digoine recèle autour de la maison. A tout de suite. Alors voilà, nous entrons maintenant dans une des curiosités restées exactement dans son jus, une des curiosités de Digoine, le petit théâtre. Voilà. Alors, pourquoi un petit théâtre à Digoine ? Vous le savez bien sûr, ces théâtres, ces châteaux étaient éloignés, bien entendu, de toute possibilité de divertissement. Et ces petits théâtres de société, qui étaient assez fréquents dans beaucoup de grands châteaux français, il y avait, depuis le XVIIe siècle, et beaucoup au XVIIIe et beaucoup au XIXe, des théâtres de société où l'on pouvait jouer des petites pièces, des comédies, mais aussi des concerts. Et ces théâtres étaient destinés, bien sûr, à divertir les habitants du château, qui en général venaient à la campagne, comme ici à Digoine, non pas pour 3 ou 4 jours, comme on le fait aujourd'hui grâce au TGV, puisqu'on peut partir le matin de Paris et rentrer le soir à Paris. À l'époque, quand on venait à Digoine, on y venait pour 3, 4, 5, 8 semaines, avec les domestiques qui suivaient, les mâles, tout ça a été stocké dans les étages, et évidemment, on composait, on créait des impromptus pour se divertir, mais aussi pour faire plaisir à la maîtresse de maison. Par exemple, on a retrouvé des programmes de pièces qui se sont jouées sur cette scène, qui étaient au fond des impromptus destinés à se moquer un peu des invités, à les mettre en scène, à créer des intrigues entre eux, amoureuses ou autres. Et c'est dans ces conditions que Sarah Bernard et surtout Offenbach sont venus, à l'invitation de Madame de Chabrilan, sont venus... Alors Offenbach n'a pas pu jouer sur une petite scène comme ça, ou faire jouer ces grandes opérettes, ces grands opéras bouffes. Non, il est venu jouer le valet de comédie dans une petite pièce, dans un impromptu, et nous avons les programmes avec écrit le valet, Jacques Offenbach, etc. Alors, ce théâtre est dans son jus, c'est-à-dire on le situe, sa construction, aux environs de 1830-1840, sont indiqués sur le premier balcon tous les blasons et les armes des familles cousines du comte de Chabrilan, avec bien sûr les armes du comte de Chabrilan au-dessus de la scène. Hormis le rideau qui a été restauré à l'initiative de mes prédécesseurs, de la famille de Croix et de M. Damarzy, qui m'a précédé et qui a mis beaucoup d'énergie là-dedans, hormis le rideau qui a été parfaitement restauré, c'est un rideau que l'on doit à Cicéry. Cicéry a fait énormément de choses, sous Napoléon III notamment, à la Comédie Française, à l'Opéra Garnier, et même dans les châteaux de Compiègne et Fontainebleau. Donc maintenant, ma tâche est de restaurer le reste. Alors, on a été beaucoup ralenti par des études, par des plans, quantité de choses, puis le Covid est arrivé là-dessus, mais je crois pouvoir dire, il faut se méfier des promesses, mais je crois pouvoir dire que le théâtre sera à nouveau dans son habit neuf à la fin de cette année ou au printemps prochain.
Voilà. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il faut respecter la patine, l'âme de cet endroit. Il n'est pas question de redorer tout ça et d'en faire une espèce de meringue. Non, voilà, non. Il faut nettoyer ce qui peut l'être. D'ailleurs, on voit très bien quand une dorure n'est pas nettoyée, ici, et quand elle est nettoyée, eh bien, la dorure, pour moi, à mes yeux, est largement assez brillante. Ce n'est pas la peine de redorer tout ça. Il faut nettoyer, il faut restaurer les plâtres un peu partout, restaurer le papier quand il se décolle, car tout ça est en bois et en papier. Refaire ça, par contre, tous les tissus. Là, les tissus sont en train de pourrir sur place. Donc, nous avons déjà constitué un choix de tissus pour refaire les bancs, les sièges. Il y a 100 places, 60 places en bas, 40 places au premier balcon. Et puis, nous avons à capitonner à nouveau les loges dans leurs nouveaux tissus et puis refaire la peinture qui s'écaille. Voilà. Donc, ce petit théâtre du comte de Chabrilan, qui a vu passer tant de belles figures de Sarah Bernard à Offenbach et quantité d'autres plus tard, revivra. Il y aura des concerts, il y aura, je l'espère, des lectures, et il y aura surtout une énorme surprise que je ne peux pas vous révéler, sans quoi ça ne serait plus une surprise. Il y aura une énorme surprise pour son inauguration, que j'espère, si le Covid nous l'autorise, que j'espère possible au printemps de l'année prochaine. Voilà. Alors ici, nous sommes devant le jardin français, le parc à la française, et nous allons descendre quelques marches, et il y a un jardin face à la serre qui date, comme le théâtre, des 10 années du comte de Chabrilan, 1830-1840. Cette serre est très très jolie, et vous allez la voir. Et en face de cette serre, on a prolongé le jardin, puisqu'il n'y avait rien de vraiment intéressant. On l'a prolongé d'une roseraie de 3000 rosiers. Des rosiers anciens, français, mais aussi des rosiers anglais, des rosiers contemporains. Un mélange de rosiers qui constitue désormais la roseraie fière de Digoin. Voilà la serre. Alors en ce moment, avec le petit coup de froid de l'autre jour, le petit coup de gel, ça a été un petit peu heurté, mais enfin nous avons ici des tapis de myosotis bleus sur lesquels des tulipes noires et roses, un mélange de tulipes noires et roses, poussent en général, et tout ça à la fin du mois d'avril et au mois de mai rivalise de beauté avec les pivoines et surtout les 3000 rosiers qui finissent le jardin dans des chambres d'ifs. Les chambres d'ifs entourent tous ces rosiers de différentes variétés, des rosiers tiges, des petits rosiers, des rosiers anglais, des rosiers anciens. Et la serre c'est un autre monde. Alors voilà, nous sommes dans cette serre qui est une serre que l'on doit au comte de Chabrilan, qui a été restaurée, et dans lesquelles j'ai planté des plantes siciliennes. Ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent et qui savent que j'ai une propriété en Sicile. Tous ces bougainvilliers, ces palmiers, ces jasmins et surtout ces énormes agaves qui ont pris des proportions extraordinaires viennent de Sicile, et ça a l'avantage pour moi d'être des plantes très faciles à entretenir. Je n'ai ni le temps ni le personnel pour avoir des serres tropicales, exotiques, magnifiques, qui exigent un entretien minutieux, précieux, des taux d'humidité, etc., etc. Bon, j'ai décidé d'aller au plus simple et de faire une serre de plantes méditerranéennes de Sicile qui me permet de traverser la cour d'honneur et d'aller en Sicile quand la Sicile me manque. Et vous ne pouvez malheureusement pas ressentir les parfums, mais je peux vous assurer que ça embaume le jasmin en ce moment. Il y a aussi des pamplemousses, des orangers, des citronniers. Et ces plantes, comme elles sont évidemment exposées plein sud avec le chauffage
du soleil simplement, et l'hiver un tout petit chauffage d'appoint pour éviter le gel, eh bien, regardez comme elles ont prospéré. C'est extraordinaire, parce que voilà, nous avons là toutes les variétés possibles, avec du jasmin là-haut, du bougainvillier, tout ce qu'on trouve dans mon petit jardin de Sicile. Alors évidemment, cette serre est très agréable parce que on y déjeune de temps en temps, l'été, on y met des bougies, on fait des petits dîners, c'est très agréable. Ça fait partie des charmes de la vie de château, de la vie au XVIIIe siècle que je vous invite à venir partager si vous passez dans la région. Venant de la part de Sochâteau, vous serez toujours bien reçus.